Bien, bonjour mesdames, messieurs. En multipliant, comme je l'ai fait la semaine passée, les réserves sur la possibilité de parler d'une question du sujet chez Augustin, je ne voulais pas dire qu'Augustin n'avait pas contribué à l'histoire de la subjectivité ou à sa préhistoire. Je voulais dire, dans le droit fil de ce que Rorty appelle la contrainte de Skinner, je voulais dire qu'il n'y avait pas contribué sciemment, en connaissance de cause, qu'il n'avait jamais eu l'intention de construire une théorie ou de travailler un concept de subjectivité, au sens où nous l'entendons depuis que Kant a introduit, ou en tout cas imposé, le mot Subjektivität. Car c'est un fait, c'est Kant qui a introduit la subjectivité en philosophie. L'entrée subjectivité du trésor de la langue française informatisée, laboratoire du CNRS, Centre national de ressources textuelles et lexicales. Ce trésor de la langue française informatisée donc indique clairement l'origine kantienne du terme. Voici l'entrée subjectivité dans ce qu'on appelle donc le TLF, trésor de la langue française. Étymologie et histoire, 1801. Charles de Villers, Philosophie de Kant, page 113. Dérivé de subjectif, suffixe it, peut-être sous l'influence de l'allemand Subjektivität, dérivé de subjectif. Le renvoie à Charles-François Dominique de Villers, 1765-1815, est pertinent philologiquement, comme on pouvait s'y attendre de la part du trésor de la langue française, mais il est aussi pertinent philosophiquement. Villers est un témoin majeur des mutations du langage de la métaphysique au XVIIIe siècle. Avec la notice littéraire sur M. Kant et sur l'état de la métaphysique en Allemagne au moment où ce philosophe a commencé d'y faire sensation, notez cette expression que vous n'attendiez peut-être pas à cette époque, n'est-ce pas, faire sensation. Donc avec cette notice littéraire sur M. Kant et aussi avec sa philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie, le trait d'union est my mistake, ma faute personnelle, il n'y a pas de trait d'union bien sûr dans le titre, n'est-ce pas? C'est principes fondamentaux de la philosophie transcendantale, Metz, Collignon, 1801. Donc ces deux textes, avec ces deux textes, Villers, Villers, documentent abondamment le sens nouveau, kantien, autrement dit subjectif, de subjectif. Prenons par exemple Philosophie de Kant, page 242, citation. La plupart des physiciens et même des gens un peu instruits ne doutent plus que quand on dit d'un objet qu'il est rouge ou vert, sic, ou jaune, etc., ce rouge, ce vert, ce jaune n'existe en effet que dans l'œil du spectateur. Ils sont convaincus, donc, ces physiciens et même la plupart des gens un peu instruits, de la subjectivité et de l'idéalité des couleurs, aussi bien que de celle des sons, des odeurs, etc.
Sous la plume donc de Charles de Villers, subjectivité a d'abord le sens de caractère subjectif. Il s'agit de la caractéristique de quelque chose. Subjectivité n'est pas le nom d'une faculté ou d'une pseudo-faculté, comme dans l'expression la subjectivité humaine ou bien ma subjectivité, ta subjectivité. En fait, votre subjectivité, il s'agit de la subjectivité, du caractère subjectif de deux sortes d'entités, ce qu'on appelle les qualia aujourd'hui, et d'une part, et d'autre part, l'espace et le temps. Vous notez que subjectivité, en ce sens, va de pair avec idéalité. J'ai mentionné deux sortes d'entités, les qualia et l'espace et le temps. Donc, subjectivité va de pair avec idéalité pour les qualia, c'est-à-dire pour les qualités. Va de pair avec idéalité, ça veut dire avec le statut d'idée, avec le fait d'être une idée. Une idée, une idea, en latin, qui est le maître mot de la philosophie de l'esprit à l'âge classique, le mot idée, idea. Donc, subjectivité va de pair, fonctionne avec, est liée à idéalité et non pas à effectivité ou chose réelle. Subjectivité s'oppose même à effectivité et chose réelle. Alors, notez, je vous prie, l'expression ce rouge, ce vert, ce jaune n'existe en effet que dans l'œil du spectateur. Il ne faut pas croire que cet « en effet » est une expression banale du langage ordinaire. On dit « en effet, il est venu hier » ou « en effet ». Exister en effet est une expression technique en français qui correspond à toute une série de termes qu'on peut déployer à présent. Bien sûr, effectivité. Mais que veut dire effectivité? Effectivité est la traduction de quel terme allemand, par exemple? Eh bien, ce terme serait Wirklichkeit. La Wirklichkeit. Ce que l'on traduit lorsqu'on trouve ce terme sous la plume, par exemple, de Kant ou de Hegel, par réalité effective, pour distinguer la réalité effective, Wirklichkeit, de ce que les Allemands appellent Realität, sur quoi je reviendrai par la suite. Donc, effectivité, Wirklichkeit, c'est le grec energeia, c'est le latin actus. Exister en effet se dirait en latin in effectu ou bien in actu. Autrement dit, exister actuellement, en acte. Exister in effectu, c'est être le produit d'une activité. C'est être effici, effici, le verbe, c'est être ou avoir été effectué. Ce qui existe en effet a été effectué. Efficitur in actu, peut-on même dire, en redoublant en latin. Donc vous voyez que l'exister en effet renvoie au champ, au domaine de la réalité effective, de ce qui existe effectivement, de ce qui existe en acte. Voilà la première observation à faire. Donc la plupart des physiciens se rendent bien compte du fait que ce rouge, ce vert, ce jaune, ce blanc, ce beige n'existent en effet en acte que dans l'œil du spectateur et pas dans les choses. Donc, ils sont convaincus de la subjectivité et de l'idéalité des couleurs. Donc subjectivité est synonyme, si vous voulez, d'idéalité et s'oppose à effectivité.
Premier point. Subjectivité, il s'agissait ici des qualia, des qualités, hein, rouge, vert, jaune, des couleurs. Évidemment, d'autres qualités que les couleurs. Deuxième point, subjectivité va en outre de pair, pour Charles de Villers, avec a priori ou a priorité pour l'espace et le temps, qui sont, comme vous le savez, on sait tout ça depuis le bac, les formes a priori de la sensibilité et non pas des propriétés réelles, effectives, des choses ou des objets. Texte. Le premier résultat de nos recherches transcendantales, dit Villers, est donc la subjectivité et la priorité pure de l'espace et du temps. Sic. Il y a quelques graphies étonnantes, mais pour une fois, elles ne sont pas de mon fait. La priorité pure de l'espace et du temps, ils sont les deux formes originaires et virtuelles de notre sensibilité. Ils sont les produits de notre sensorium, comme les couleurs sont les produits de l'œil, les sons, celui de l'oreille, les saveurs, celui du palais. Pour nous, et dans les objets, en tant que perçus par nous, ils ont toute réalité. Hors de là, ils n'en ont aucune. Et quand on veut les transporter aux objets en eux-mêmes, ils deviennent illusions, fantômes, rien. Donc, avec Villers, le langage kantien, qui est le langage que parlera la théorie néo-kantienne de la connaissance, avec la distinction fondamentale entre sujet et objet évoquée par moi dans l'entretien de Foucault avec Trombadori. Donc, avec Villers, le langage kantien donc, entre véritablement dans l'usage philosophique français. Le sujet moderne est là, sinon tout entier, du moins dans ses prémices empiriques et transcendantales. Et avec lui, l'a priori historique de ce que Foucault appelle, vous vous souvenez de cela sans doute, je cite, « réduction du sujet humain à un objet de connaissance », invoqué à propos de la mort de l'homme et de l'empire ou de l'emprise de l'anthropologie au tournant du XVIIIe siècle, avec le XIXe. Considérons donc, puisque je propose de considérer que le sujet moderne est là dans le texte de Villers, considérons donc quelques définitions tirées de l'ouvrage intitulé « Philosophie de Kant ». Je ferai deux séries de remarques sur le sujet et le subjectif et d'autre part sur le transcendant et le transcendantal. Alors premièrement, sur le sujet et le subjectif, sur les mots sujet et subjectif. Sujet est la personne qui connaît, l'homme en tant qu'il connaît, qu'il juge. On pourrait faire des cours de philosophie en commentant une phrase, comme certains professeurs le faisaient autrefois, pendant 1 heure, mais même pendant 1 an à la limite. Ça n'était pas nécessairement les pires professeurs. Mais bon, vous avez ici une mise en équation de sujet et de personne, de sujet, de personne et d'homme. En quoi bon, ça fait 3 termes. Et l'homme en tant qu'il connaît, deuxième mise en équation ou deuxième parallèle, en tant qu'il juge.
Donc connaissance, jugement et cette triade sujet, personne, homme. Ça fait beaucoup, en fait, et effectivement, nombre d'éléments de ce qui est nécessaire pour penser le sujet moderne sont rassemblés là. Ce nom de sujet se donne par opposition à objet. Ah, c'est très subtil, en fait. C'est à partir de l'objet, l'obstant, ce qui se tient là comme objecté, c'est à partir de l'objet qu'il y a sujet. Donc il faut entendre sujet, comme on l'écrit parfois en français avant Villers, à savoir subject, n'est-ce pas? On trouve ce type de graphie à l'âge classique. C'est, n'est-ce pas, subject, subjectum. Hein? Et l'anglais a gardé la trace de cela, hein, avec subject. Bon, vous entendez le jet, non, yectum, hein, sujet. Donc le mot est donné, le mot sujet s'entend à partir de cet objet, de ce qui s'objecte, hein, même si, dans la réalité, il n'y a d'objet que pour un sujet. Il n'y a d'objet que pour un sujet, mais le nom de sujet se donne à entendre, se laisse entendre à partir de l'objecté, hein, donc de l'expérience possible. Même s'il n'y a d'objet que pour un sujet, c'est à partir du nom de l'objet qu'est nommé ce pourquoi il y a objet, à savoir le sujet. Deuxième série de remarques toujours concernant sujet et subjectif. Subjectif est ce qui appartient, ce qui est propre au sujet. Et enfin, on rejoint ici la dimension de ce que j'appelais tout à l'heure l'idéalité. Quand un hypocondre voit le monde en noir, on dit que ce noir est subjectif, qu'il n'a qu'une réalité subjective dans l'hypocondre et point du tout une réalité objective dans l'objet, réel, effectif. Maintenant, quelques considérations sur transcendant et transcendantal qui nous seront tout à fait utiles pour la suite de notre travail, spécialement quand nous aborderons quelques textes de Heidegger et auparavant de la phénoménologie. Sur transcendant et transcendantal. Page 116 de la philosophie de Kant. Je crois n'avoir pas donné la référence. Sur transcendant et transcendantal, ou plus exactement sur la différence, la distinction entre philosophie transcendante et philosophie transcendantale, qui redouble donc la différence entre transcendant et transcendantal tout court. Alors voici le texte. Le lecteur ne doit pas un instant perdre de vue la distinction du transcendant et du transcendantal, pas plus que celle de l'objectif et du subjectif. Suit une mise au point extrêmement utile, on est en 1801 quand même, pour l'histoire de la philosophie moderne, hein, notamment francophone, de langue française. On pourrait dire que la philosophie transcendante est l'étude de l'objectif. Donc une philosophie transcendante est une philosophie qui a trait à, qui s'occupe de l'objet. L'objet en tant qu'objet, certes, mais aussi en tant que existant absolument, absolument s'opposant à relativement, absolument et en lui-même. La philosophie transcendantale est l'étude du subjectif. Seulement, importante restriction, en tant que celui-ci, le subjectif,
doit concourir à la formation des objets. Mais on ne sort jamais de la relation sujet-objet. Il n'y a d'objet que pour un sujet, il n'y a de sujet que en vue d'un objet. Donc, on peut parler du subjectif, certes, mais en tant que, du moins si l'on est kantien et veut être kantien, en tant que le subjectif concourt à la formation des objets. Les objets ne sont pas donnés tout près, comme ça, ready made. Nous y sommes pour quelque chose. Nous sommes toujours pour quelque chose dans la réalité de l'objet. Alors, on pourrait dire que la philosophie transcendante est l'étude de l'objectif considéré comme existant absolument et en lui-même, et la philosophie transcendantale, l'étude du subjectif, mais seulement en tant que celui-ci doit concourir à la formation des objets. Se met donc en place ici une équivalence entre philosophie transcendante et philosophie dogmatique, d'une part, et philosophie transcendantale et philosophie critique, d'autre part. Tous les systèmes dogmatiques sont tous, sans exception, transcendants. Il n'y a que le philosophe critique qui puisse être vraiment transcendantal. Une doctrine est transcendantale quand elle recherche ce que nous mettons du nôtre dans la connaissance des objets. C'est très clair, ça. Elle est transcendantale quand elle recherche ce que nous mettons du nôtre dans la connaissance des objets. Elle devient transcendante quand elle prononce, juge, sur les objets en eux-mêmes. Si l'on reprend le trésor de la langue française informatisée, sur cette base, on voit que pour subjectif, dans l'usage actuel, mais aussi dans la profondeur de champ que nous fournit l'histoire moderne de la langue française, mais aussi ancienne et prémoderne, si nous reprenons donc le TLF, qui est une sorte de Bible, selon moi, pour toute réflexion philosophique, il faut toujours repartir de la langue, comme disait un Allemand, die Sprache spricht, la langue parle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la langue française, en l'occurrence? Eh bien, qu'il y a 4 dimensions qui coexistent, selon le TLF, dans l'usage français du mot français subjectif. 4 usages. L'usage philosophique, l'usage psychologique, l'usage médical et, quand même, l'usage commun. Philosophique, psychologique, médical, commun. Nous n'allons pas faire de dissertation ici, n'est-ce pas? Mais vous avez quasiment un plan de dissertation qui vous est fourni par le TLF. D'ailleurs, peut-être en ferons-nous quand même, qui sait, ça deviendra peut-être obligatoire pour participer à nos travaux, puisqu'il y a des examens partout maintenant. Alors, pour la philosophie, subjective, subjective, qui est propre à un sujet déterminé, est subjectif, ce qui est propre à un sujet déterminé. On avait commencé tout à l'heure en disant que était subjectif ce qui était propre à un sujet. Et que ça commence à être plus précis. Ce qui est propre à un sujet déterminé, qui ne vaut que pour lui seul. Synonyme, individuel, personnel. Pour la psychologie, 2 exceptions, qui ne correspond pas à une réalité, à un objet extérieur, mais à une disposition particulière du sujet qui perçoit. Du coup, on n'est plus, me direz-vous, tout à fait chez Kant, mais
n'avez pas oublié, je pense, M. de Villers, parlant de l'illusion du fantôme et du rien, dans le texte que nous évoquions tout à l'heure. Donc, effectivement, nous voyons que est synonyme pour le psychologue de subjectif dans la première acception du terme, apparent, illusoire. On pourrait faire une séance entière sur le mot apparent. Vous verrez qu'au Moyen-Âge, apparence est synonyme de phénomène, mais pas d'illusoire. Et donc, il y a un moment où les deux notions se conjoignent, apparent et illusoire. Ça ferait beaucoup de travail, mais certains amis, les bons amis, m'ont suggéré de ne pas multiplier les digressions, donc je ne vais pas me lancer maintenant dans une énième digression. Pour la psychologie, donc, seconde acception de subjectif, point B, qui relève de l'expérience interne, qui ne concerne que le seul sujet pensant. Pour la médecine, qui est éprouvée par le sujet et n'est pas observable de l'extérieur. Ici, vous avez quasiment une thèse philosophique, en fait, que vous trouveriez, par exemple, développée et argumentée finement dans le livre intitulé Individuals de Strawson. Peter Strawson, philosophe dont j'aurai l'occasion de reparler d'aujourd'hui. Il y a ce qui peut être assumé en première personne, décrit en première personne, un état que le sujet éprouve. Et il y a ce qui est observable de l'extérieur, ce qui est subjectif pour la médecine est éprouvé de l'intérieur sans pouvoir être décrit ou observé de l'extérieur par une tierce personne, par un tiers. Symptôme subjectif, symptôme qui n'est perceptible que par le malade, puisque précisément il n'est pas observable de l'extérieur. Pour l'usage commun, enfin, par opposition au monde physique, à Wirklichkeit, à la réalité effective, qui appartient ou dépend de la vie psychique d'un individu ou d'une disposition du sujet qui perçoit, en particulier, qui se fonde sur des critères personnels, qui dépend de la, voilà un nouveau terme, conscience du sujet, péjoratif, qui se fonde sur un parti pris, rare, propre au sujet pensant, en parlant d'une personne, qui a tendance à agir, à se déterminer en fonction de critères personnels, d'impression. Bon, vous avez ici un véritable champ sémantique qui est en même temps une formidable articulation de notions et de problèmes philosophiques qu'effectivement on pourrait a priori, n'est-ce pas, développer maintenant sans relation à l'histoire, et ce pourrait être une manière de travailler. En revanche, ici, je pose une question archéologique, et la question de l'archéologue est simple. Comment remonte-t-on, comment passe-t-on, plus exactement, comment va-t-on à ces acceptions, ces 4 acceptions que je viens de rappeler, en partant d'une acception notée dans le lexique comme usage logique vieilli. Et la caractérisation de cet usage logique vieilli par le trésor de la langue française, en fait, cette caractérisation se fait sur la base du vocabulaire technique et critique de la philosophie de Lalande, qui était le grand classique de la lexicographie philosophique et de la réflexion
philosophique sur les concepts à partir de la langue, hein, des langues d'ailleurs, pas seulement du français. Comment passe-t-on à ces quatre acceptions, philosophique, psychologique, médicale et commune, à partir de l'usage vieilli, l'usage logique vieilli, hein, noté en ces termes donc par le Trésor de la langue française sur la base du vocabulaire de Lalande et de son équipe, qui existe toujours, enfin non pas l'équipe, mais le volume, publié par les presses universitaires de France, reproduit depuis plus d'un siècle. Subjectif, donc, c'était la notice de Lalande, hein, qui, alors vieux, logique, hein, qui appartient à quelque chose en tant que sujet d'attribut ou prédicat. Donc, ce qui est un sujet d'attribut ou de prédicat est dit subjectif en logique. Une chose en latin scolastique était dite être affirmée d'une autre subjective, latin, subjectivement, verbe, subjective, si on l'en affirmait en tant qu'existant pour son propre compte. Et au contraire, objective, objectivement, si on la considérait en tant que présentée à la conscience, virgule, en tant que connue. La question du sujet se pose pour moi, et c'est cela qui fournit le programme d'enquête de ce cours, dans les termes suivants. Les termes les plus généraux sont comment le sujet pensant est-il entré en philosophie. Plus précisément, comment l'homme est-il entré en philosophie en tant que sujet et agent de la pensée ou du vouloir. Cette question que j'ai formulée en latin comme question de l'inventio subjecti, l'invention du sujet moderne, dont après les remarques de Foucault sur le XVIe siècle, les semaines précédentes, on pourrait se demander si elle n'est pas plutôt la question de l'invention moderne du sujet. Nous verrons. En fait, j'ai dit dès le départ qu'il faudrait remonter en deçà du XVIe siècle, en deçà du XVIe siècle, pour tracer la question du sujet, pour poser archéologiquement la question de la question du sujet, si vous préférez, pour mettre en question, pour investiguer archéologiquement la question du sujet, il faudra, ai-je dit, remonter en deçà du XVIe siècle. Lalande nous en donne une bonne raison en nous proposant un court résumé de l'usage vieux, logique, scolastique, de l'usage scolastique vieilli du terme dans le latin scolastique qui s'est bien prolongé un moment quelconque dans le français scolastique. Nous en parlerons. Comment donc l'homme est-il entré en philosophie en tant que sujet et agent de pensée et de volonté ou de vouloir? La question du sujet est-elle antérieure à la question de l'homme? Comme semblait le suggérer, les deux datations foucaldiennes évoquées lors du premier cours, vous vous rappelez sans doute, le XVIe siècle pour la naissance de la question du sujet, ou en tout cas pour son fort moment d'attestation, son plus fort moment d'attestation, puisqu'au XVIe siècle, la question du sujet fait couler plus de sang que celle de la lutte des classes au XIXe, vous vous rappelez, hein? Bon. Donc le XVIe siècle pour la question du sujet et le tournant du XVIIIe au XIXe pour la question de l'homme. Nous venons de voir, en commençant aujourd'hui même, que subjectivité et subjectif étaient apparus avec Kant.
Alors, perplexité. Comment la question du sujet pourrait-elle être antérieure à la question de l'homme? Si sujet, plus exactement subjectif et subjectivité, sont apparus comme l'anthropologie, donc la question de l'homme, avec Kant. N'y a-t-il pas là une incohérence majeure? Si nous devons tout à Kant, en l'occurrence, comment redistribuer dans le temps question du sujet et question de l'homme en faisant de la question du sujet une sorte de préalable à la question de l'homme et à la question anthropologique. Alors, il y a là, c'est clair, une difficulté. Mais ce n'est pas la seule, ni même la principale. En fait, il y a au moins deux difficultés, deux groupes de difficultés. Le premier groupe de difficultés est relatif à l'homme. Le deuxième, comme vous pouvez l'imaginer, le second, est relatif au sujet. La difficulté que je vise pour le moment, aujourd'hui et dans les séances qui vont suivre, ne tient pas au concept de l'homme, même si, on le verra, il y a une histoire de la définition de l'homme, comme zoion, logon, ekon, comme vivant doué de logos, l'être vivant qui est doué du logos, en latin animal rationale, en allemand vernünftiges Wesen, être raisonnable, en anglais rational being. Donc il y a une histoire de la définition de l'homme, le vivant doué de logos qui devient l'animal raisonnable ou l'être rationnel. Une histoire qui, d'un point de vue foucaldien, disons, pose de redoutables difficultés qui ont trait à l'interprétation que l'on donne du mot logos, le vivant doué de logos, de la formidable polysémie du grec logos. Logos qui peut signifier, entre autres, discours, en latin oratio, sermon, mais aussi raison, en latin ratio. Et, comme vous le savez, le latin ratio, qui signifie raison, peut s'entendre aussi dans le sens de fondement. Ratio égale Grund, fondement, que j'évoquais la semaine dernière. Peter Strawson a dit « On reconnaît un grand philosophe au fait qu'il laisse derrière lui une grande erreur en philosophie. » Ça n'est pas absolument nécessaire, mais c'est assez fréquent, disons. Alors, un grand professeur de philosophie se laisse probablement reconnaître au fait qu'il laisse derrière lui, malheureusement désormais, c'est gravé sur la pellicule, enfin, une pellicule virtuelle, puisque les cours sont enregistrés, il laisse derrière lui une erreur d'attribution. J'ai, la semaine dernière, emporté par je ne sais quelle folie, attribué vom Wesen des Grundes, la réflexion de Heidegger sur le distique de la rose, de Johannes Scheffler et alias Angelus Silesius, alors que c'est dans Der Satz vom Grund, le principe de raison, que l'on trouve les pages que Heidegger a consacrées à Johannes Scheffler. Donc je rectifie et vous prie de bien vouloir m'excuser de ce lapsus. Donc la formidable
polysémie de logos, le vivant doué de logos. L'homme est le vivant doué de logos. Cela veut dire qu'il est à la fois celui qui est doué de parole, c'est l'animal de parole, n'est-ce pas? Mais c'est aussi celui qui fonde en tant qu'il est celui qui rend raison de tout. Et que la ratio est finalement la raison qui fonde. Bien, alors, vous voyez que ça n'est pas rien tout ça et qu'on devra certainement y revenir. Aujourd'hui, en revanche, la difficulté que je vise maintenant, la difficulté que je vise à présent, concerne non pas l'homme et sa définition, mais le sujet, ou plutôt le sujet et l'agent, l'articulation des notions de sujet et d'agent. L'énoncé de la difficulté est simple. Les notions de sujet et d'agent, que nous combinons si naturellement dans l'expression sujet-agent, s'excluaient mutuellement dans la philosophie antique. C'est le cas chez Aristote. Sujet en grec se dit hypokaimenon. Nous avons rencontré ce terme dans les expressions des catégories reprises par Augustin pour rejeter toute assimilation de l'âme et de Dieu lui-même, dont l'âme est le vestige et l'image, à un sujet. Ces expressions étaient être dit d'un sujet et être dans un sujet. Dans le monde aristotélicien, qui dit sujet, le monde aristotélicien, c'est-à-dire le monde tel que le voit, le pense Aristote, qui dit sujet dit passivité, qui dit sujet dit au moins réception, réceptivité, qui dit sujet dit au moins portance, portée, et non pas action ou activité. Michel Foucault était prévu à la page précédente, et le voilà qui, par un retour impressionnant du refoulé, apparaît sous vos yeux, alors qu'il était censé ponctuer d'une manière admirable ce que j'essayais de dire sur la formidable polysémie de Logos dans la définition de l'homme et servir de commentaire à ce qui, d'un point de vue foucaldien, pose de formidables difficultés et de redoutables difficultés, effectivement, puisque, comme vous le voyez dans Les mots et les choses, Foucault affirme ceci, qu'il nous faudra bien affronter dans un temps à venir. La seule chose que nous sachions pour l'instant en toute certitude, c'est que jamais dans la culture occidentale, l'être de l'homme et l'être du langage n'ont pu coexister et s'articuler l'un sur l'autre. Leur incompatibilité a été un des traits fondamentaux de notre pensée. Vous comprenez pourquoi je considère qu'il est nécessaire de revisiter la définition de l'homme comme vivant doué de logos. Bon, mais maintenant, ça n'est pas ce que nous faisons. Nous venons à l'assimilation de sujet et agent qui va exactement à contre-courant de tout ce que suggère la tradition antique de la philosophie et, en l'occurrence, la tradition aristotélicienne, l'usage aristotélicien du mot sujet. Comme l'écrivait Hermann Bonitz dans son Index Aristotelicus, qui est la somme considérée aussi évidemment quand on travaille sur Aristote, la somme sur la langue philosophique et le système conceptuel aristotélicien. Dans l'usage proprement aristotélicien des mots hypokeistai et hypokeimenon, donc qui correspondraient à quelque chose comme être sujet, hypokeistai, et hypokeimenon, sujet. Donc, dans l'usage aristotélicien de ces deux termes grecs, être sujet d'une part, sujet de l'autre, hypokeistai, hypokeimenon, on peut distinguer principalement trois genres, pour autant que to hypokeimenon, ce que nous traduisons par le sujet, to hypokeimenon, est ou bien la matière,
et Hülle, qui est déterminé par la forme, ou bien l'ousia, ce que nous traduisons tantôt par substance, tantôt par essence, ou bien l'ousia dans laquelle sont inhérents les passions, pathé, les accidents, sumbebe kota. Ou bien, vous rappelez l'usage vieux, logique, vieilli, etc., hein, il est effectivement bien vieux, le sujet logique auquel sont attribués les prédicats. Donc chez Aristote, to hypokeimenon, ce que nous traduisons par sujet, hein, a trois acceptions. Il est mis pour la matière, sujet de la forme, la substance, sujet de passion et d'accident, et le sujet logique auquel sont attribués les prédicats. Vous voyez que le troisième sens, le sens logique, a un privilège insigne qui est lié au fait qu'il n'est pas remplaçable. Je dis to hypokeimenon, c'est le hypokeimenon logique, troisième acception. Dans les deux autres, je pouvais dire c'est la matière, et Hülle, ou bien je pouvais dire c'est l'ousia. Le sujet de la forme, c'est la matière, le sujet de l'accident, c'est la substance, le sujet du prédicat, c'est le sujet. Comme on l'a noté dans le vocabulaire européen des philosophies, à l'article sujet écrit en coproduction, si je puis dire, par Étienne Balibar, Barbara Cassin et moi-même. La pluralité des sens de hypokeimenon n'est pas fixée ou thématisée comme celle des sens de l'être, elle est bien plutôt utilisée pour décrire trois types de relations chez Aristote. Aristote utilise cette polysémie, au fond, de hypokeimenon sans proposer, apparemment, du moins, un travail d'ensemble sur cette polysémie. Premièrement, donc, celle de la matière par rapport à la forme, hein, en tant que matière et forme composent ensemble le sunolone, le composé, hein, l'individu comme un tout dans lequel on ne distingue plus les parties, n'est-ce pas, parce que la forme est si étroitement unie à la matière qu'on ne peut pas prendre la matière sans la forme et la forme sans la matière physiquement, dans la réalité. Bien sûr, vous pourriez en faire abstraction par la pensée, c'est une autre affaire. Celle de la matière par rapport à la forme, en tant qu'elle compose ensemble, dans la réalité, un sunolone, un individu. Deuxièmement, il y va de l'individu, de la substance sujet de la physique, par rapport à ce qui lui arrive, autrement dit l'accident. L'accident est toujours ce qui arrive. C'est ce qui arrive à la substance. Donc quand on dit « il est arrivé un accident », on fait presque un pléonasme, parce que le malheureux accident ne peut rien faire d'autre que d'arriver, n'est-ce pas ? Il arrive à la substance. Celle d'individu, donc, substance sujet de la physique, par rapport à ce qui lui arrive, à ses affects et accidents. L'animal est sujet à bouger, à être blanc, plus ou moins blanc, grand, plus ou moins grand, ou malade, plus ou moins malade. Troisièmement, celle, enfin, du sujet de la proposition par rapport à ses prédicats. Donc, le sujet d'une proposition est dit sujet relativement au prédicat qu'il peut recevoir. Si je prends un certain animal, je vais dire que cet animal est blanc, qu'il est grand, qu'il est malade, etc. Le sujet dans la philosophie antique, vous le voyez, si vous en tenez à Aristote et à la tradition aristotélicienne, le sujet dans la philosophie antique n'est pas sujet d'action. Il est matière, il est sujet indéterminé, c'est cela la matière, qui attend la forme. Hein. Il est substance, sujet déterminé, porteur d'accident. Il est sujet d'énoncé. Si on laisse de côté la matière que vous retrouvez dans le langage ordinaire, par exemple en anglais, subject matter, hein,
quel est le sujet de ce film, ce roman, ce subject matter, la matière d'un récit, la materia subjecta en latin d'un récit ou d'une activité quelconque. Donc, si on laisse de côté la matière, indéterminée qui attend une détermination, si on laisse de côté la matière, le sujet antique est sujet d'inhérence ou sujet d'attribution. Chez les commentateurs grecs, hellénophones, d'Aristote, comme par exemple Ammonius et Philopon, sont les grands noms de l'école d'Alexandrie en 529, n'est-ce pas, quand, je le rappelais dans ma leçon inaugurale, l'empereur Justinien ferme l'école néoplatonicienne d'Athènes. Il n'a pas à fermer celle d'Alexandrie, puisque les gens d'Alexandrie se sont déjà, c'est le cas de Philoponos, pas d'Ammonius, son maître, se sont convertis au christianisme. Donc, c'est la même année. Alors, chez les commentateurs grecs hellénophones, comme par exemple, hellénophones, comme Ammonios ou Philoponos, les néoplatoniciens d'Alexandrie, le sujet d'inhérence s'appelle sujet du point de vue de l'existence, ce qu'on appellerait aujourd'hui sujet ontologique, tandis que le sujet d'attribution s'appelle sujet du point de vue de la catégorisation ou attribution ou prédication, ce que l'on appellerait aujourd'hui sujet logique. Donc vous avez ici ressaisi les deux acceptions du mot hypokeimenon, sujet, selon les commentateurs hellénophones des catégories d'Aristote, notamment Ammonios et Philoponos, Jean Philopon, que la tradition arabe appelle Jean le grammairien. Il y a le sujet pros hyparxin, du point de vue de l'existence, hyparxis étant le mot grec pour l'existence, mais vous voyez que on a le mot inhérence, n'est-ce pas, qui double et parasite la notion d'existence, et bon, ce sera évidemment un thème intéressant pour nous. D'autre part, vous avez le sujet pros categorian, dit sujet d'attribution, que nous appellerions aujourd'hui sujet logique. Cette terminologie, qu'elle soit grecque, médiévale et moderne, comme on va le voir, sujet d'inhérence, sujet d'attribution, ou moderne et contemporaine, sujet ontologique, sujet logique, cette terminologie n'est pas d'Aristote, évidemment, elle vient ultimement de ses commentateurs hellénophones et du Moyen-Âge. L'intermédiaire entre les commentateurs hellénophones et nous, et même entre les commentateurs hellénophones et le Moyen-Âge, c'est, comme cela arrive souvent, un théologien, et ce théologien n'est autre que Jean de Damas, Jean Damascène, qu'on appelle le Damascène aussi parfois, le Damascène, Jean Damascène, donc, dont la Dialectica, 7e siècle, qui était une partie de sa somme sur la foi orthodoxe, des Fide Orthodoxa en latin, dans la traduction latine qui en a été faite, dont la dialectique, donc, qui était une partie de la somme sur la foi orthodoxe, était largement diffusée au Moyen-Âge latin, que ce soit chez les Carolingiens ou chez les penseurs du Moyen-Âge tardif. Et vous retrouvez cela, cette diffusion des formules de Jean de Damas, jusque chez Guillaume d'Occam,
qui le cite expressément dans sa Summa Logicae, dans sa somme de logique. Du sujet, écrit Occam, assurément, il faut savoir en premier que, comme le dit le Damascène dans sa logique au chapitre 8, subjectum dicitur dupliciter, sujet se dit de deux façons, en deux sens, hoc quidem ad existentiam, hoc autem ad predicationem. Premier sens, n'est-ce pas, ad existentiam, par rapport à, relativement à, l'existence, existentia. Deuxièmement, relativement à la prédicatio, la prédication. Expliquons, ad existentiam quidem, par rapport à l'existence, assurément, au sens où, quem ad modum, subicitur substantia accidentibus, où une substance, subicitur, est placée en position de sujet, de substrat, de suppôt, de soutien, hein, à des accidents. In ipsa enim habent esse et extra ipsam non substant. Alors, vous comprenez pourquoi ce qui n'était qu'une inhérence regarde aussi l'existence, puisque sans effectivement cette substance qui leur fournit en sous-main ou en sous-œuvre de quoi être, les accidents, précisément, n'existeraient pas. Ad existentiam quidem quem ad modum subicitur substantia accidentibus in ipsa enim habent esse, c'est en elle, en effet, dans la substance, que les accidents habent esse ont de l'être, ont leur être, sont, n'est-ce pas, et extra ipsam non substant, et en dehors d'elle, ils n'ont pas de subsistance, ils ne subsistent pas, hein, et évidemment parce que pour être, un accident a besoin d'être dans quelque chose d'autre. L'essai, dit Porphyre, traduit en latin par Boès au VIe siècle, l'essai de l'être, donc, hein, de l'accident, est, in esse, un être dans. L'accident n'est pas auto-fondant, si je puis dire. Il ne peut pas se fonder lui-même. Il a besoin d'être fondé en autre chose. Pour exister, il doit exister en autre que lui. Il n'y a pas cela, la forme de blancheur, par exemple, qui flotterait quelque part dans un ciel divin quelconque. Ce qui est blanc dans quelque chose. Donc ça va de pair avec en fait, le rejet des formes séparées de cette thèse. Quod autem ad predicationem subjectum est particulare. Et quant à ce second sens qui est celui que revêt sujet relativement à la prédication, eh bien c'est évident dans tout énoncé, il faut qu'il y ait un sujet particulier, hein, en dernier ressort, n'est-ce pas, pour que la prédication soit possible. Reprise par la seconde scolastique, cette distinction doit être tracée par nous en étroite relation avec le destin de la prédication essentielle ou univoque et la prédication accidentelle ou dénominative qui est capitale dans l'histoire de l'ontologie. Il me reste une minute pour vous dire que dans Naissance du sujet, j'ai donné une vue d'ensemble des acceptions ontologiques distinguées par la scolastique tardive en m'appuyant sur deux auteurs modernes, donc Goclenius, à savoir Rudolf Goeckel, auteur du célèbre Lexicon Philosophicum, dictionnaire philosophique, 1613, qui est un ouvrage extrêmement important en histoire de la philosophie, hein, et d'autre part Franco Burgerdeijs, alias Burgersdijkius, qui est un logicien néerlandais du XVIIe siècle. Vous avez ses dates de naissance et de mort, 1550-1635, qui est une des sources majeures des philosophes plus connus, que sont John Locke et Thomas Reid. On
se dit que lisaient ces grands philosophes anglophones, eh bien, pour la logique, ils lisaient notamment et tout particulièrement Franco Burgersdijk, qui avait été chargé en 1625 de rédiger un manuel de logique pour les cours de logique donnés dans les universités néerlandaises. Il en avait été chargé par les curateurs de l'université de Leyde, mission confirmée par les synodes, comme on dit, du sud et du nord des Provinces-Unies. Ce manuel donc existe en 2 volumes. Ce sont les Institutionum, Logicarum Libri Duo Leyden. Et alors bon, j'ai renoncé à donner toutes les années d'impression. Il en manquerait une dans les années 2000, n'est-ce pas? Mais bon. Alors, Goclenius propose plusieurs grilles que nous verrons la semaine prochaine. La première, sur laquelle tout s'ouvre, par quoi tout commence, étant la distinction entre ce qu'il appelle le sujet métaphysique d'accident, d'une part, et d'autre part, le sujet axiomatique de prédicat. Sujet métaphysique d'accident, sujet axiomatique de prédicat. Nous repartirons de cela la semaine prochaine pour nous rapprocher, chemin faisant, de Descartes. Voilà, je m'arrête puisqu'il est 32.